Et donc, en gros, je vais vous faire une introduction sur la situation de l'énergie sur notre planète, du futur proche, de ce qui nous attend, et parmi les moyens qu'on a d'y répondre, qu'est-ce que peut apporter la photosynthèse artificielle. Au passage, j'essaierai d'expliquer un petit peu des méthodes alternatives, des choses qui sont en train de se développer actuellement. Il y a énormément, évidemment, énormément d'intérêt pour l'énergie. L'Europe a mis 1000 milliards d'euros dans ce qu'ils appellent le Green Deal pour développer des innovations, de la recherche, beaucoup d'innovations, et des prototypes pour pouvoir faire de l'énergie autrement qu'avec du pétrole. Donc il y a énormément de... C'est des domaines qui avancent assez vite. Pas toujours aussi vite qu'on veut, mais assez vite. Bon, donc voilà. Il y a un truc qu'on appelle le défi terawatt, qui est assez simple à comprendre. Voilà, ça c'est la consommation du monde en énergie au début des années 2000 en terawatts. Donc un terawatt, en terawatts, c'est-à-dire qu'en puissance. C'est-à-dire que c'est ce qui est consommé comme une ampoule de 100 watts. Quand elle brûle, elle fait 100 watts, et ça fait 100 watts-heure, et puis 100 watts-jour, etc. Donc c'est une puissance instantanée. Au cours de l'année, toute l'année, moyennée sur l'année, donc vous voyez, on a à peu près 5 terawatts de pétrole, 3 terawatts de charbon, il doit y avoir le gaz là, la biomasse, un petit peu quand même, un peu de nucléaire, etc. En gros, si vous comptez tout ça, ça fait 5, 8, 10, voilà, une douzaine, au début des années 2000, une douzaine de terawatts. Et si on fait de la prospective en comptant au minimum, alors au minimum c'est quoi? On estime que la population, vous voyez, c'est la courbe qu'on prend comme modèle, c'est-à-dire une courbe de population qui s'écrase un peu, on ne sera que 10 milliards. On essaye de mettre tout au plus bas pour voir où on en est. On compte 1,6% de croissance moyenne par an de PIB par habitant, de façon globale. Et puis on compte aussi que on va améliorer les technologies actuelles, et donc on les améliore de 1%. Voilà. Donc tout ça, c'est des hypothèses très optimistes, parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'on ne soit pas plus que ça, que la croissance ne continue pas à augmenter, etc. Voilà. Donc on compte tout ça au minimum. Et la conclusion, c'est qu'en 2050, on a besoin de 50 terawatts. Alors 50 terawatts, ça ne dit pas forcément quelque chose, mais j'ai une assez jolie illustration, si vous voulez. C'est quoi 50 terawatts? C'est pas dur. 10 terawatts, c'est 10 000 réacteurs nucléaires d'1 gigawatt. Une tranche d'un réacteur nucléaire, en gros, ça fait 1 gigawatt. Il en faut 10 000 pour faire 10 terawatts, et il en faut 50 000 pour faire 50 terawatts. Ça veut dire que si on voulait faire les 50 terawatts avec l'énergie nucléaire, il faudrait construire un réacteur nucléaire par jour pendant 50 ans. Non, on réalise qu'on a à faire, c'est pas juste pour parler d'énergie nucléaire, mais c'est juste pour donner une idée, 50 terawatts, c'est un truc qui est gigantesque. Et on voit très bien, vu la vitesse à laquelle on construit les réacteurs nucléaires, que de toute façon, c'est pas ça qui va nous amener les 50 terawatts en 2050. Par ailleurs, ce qu'on voudrait, c'est utiliser ces 50 terawatts avec des choses qui sont un peu pérennes. Alors, pourquoi on ne peut pas échapper à ces 50 terawatts? Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais on va faire... Vous entendez ça tout le temps, on va faire des économies, on vous demande de faire des économies, on recycle, etc. Ce qui est très très bien. Cependant, le problème n'est pas tellement sur l'augmentation en terawatts des pays déjà bien pourvus. C'est que, par exemple, aujourd'hui, il y a à peu près 840 millions de personnes qui n'ont pas du tout accès à l'énergie. C'est quand même pas mal. Et en plus, il y en a bien plus que ça qui ont un accès très limité. Quand l'ONU calcule l'accès à l'énergie, à partir de 100 watts, on peut considérer que vous avez accès à l'énergie. 100 watts, c'est une ampoule dans la maison. Et là, on est à bien plus de 840 millions, on est autour de 2 milliards. Et en fait, vous avez donc tout un gradient de gens qui ont de l'énergie beaucoup, beaucoup moins que dans les pays occidentaux, et qui, évidemment, ont tendance à aller vers une utilisation plus importante de l'énergie. Et en fait, les 50 terawatts sont extrêmement liés au développement des pays, bien plus qu'à l'augmentation dans les pays occidentaux.
Et les 50 terawatts, dont on prend en compte considèrent que les pays occidentaux ne participent plus. C'est-à-dire qu'on a déjà pas mal d'énergie par personne et on va plutôt aller en faisant des économies. Mais les économies qu'on peut faire dans les autres pays occidentaux ne compensent pas les milliards de personnes qui ont besoin d'avoir plus d'énergie pour avoir une vie décente. Alors après, on peut se poser la question, ok, on a besoin de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Et en fait, si vous calculez, alors voilà, donc c'est un petit schéma. Donc en bleu, vous avez les ressources dites conventionnelles. Donc vous voyez, on a pas mal d'huile, de pétrole. Si on prend les pétroles non conventionnels comme les gaz de schiste, on en a bien plus. Les gaz de schiste, c'est énorme, au Canada en particulier. Du gaz, on pense qu'on peut en trouver plein. Et puis en charbon, on a des réserves gigantesques. Donc a priori, si on se décidait d'utiliser tout ça, on en a bien pour une bonne centaine d'années. Alors on peut vous dire régulièrement, ouais, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a que 40 ans d'avance de pétrole. Alors il faut comprendre un truc, c'est que le pétrole, chercher du pétrole, c'est des très très grands investissements. Et ça fait 40 ans qu'on a 40 ans de pétrole devant nous. Parce que les compagnies pétrolières font des recherches recherchent des gisements en fonction de l'utilisation qui va être faite. Ce n'est pas du tout un bon plan économique d'aller chercher qu'est-ce qu'on aura comme pétrole dans 100 ans. Donc en général, les 40 ans correspondent au temps que les compagnies pétrolières estiment nécessaire d'avoir devant elles. Donc ça ne signifie absolument pas que le pétrole, on a tout trouvé, ça ne signifie absolument pas, on avait eu le cas des recherches en Alaska, etc. Mais donc, a priori, l'énergie fossile, il y en a pas mal. D'ailleurs, le Club de Rome, en 1960, quand ils ont parlé de que c'est quoi l'avenir de l'humanité, ils ont pas mal chanté l'énergie, parce que pour eux, il y en avait quand même, c'était pas l'urgence. Et donc, pourquoi on se pose la question d'autres énergies? C'est un peu pour une raison assez simple, c'est que là, c'est un diagramme qui vient du Mauna Loa Observatory, c'est-à-dire c'est à Hawaï. Et on voit qu'il mesure dans un endroit isolé l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Donc vous voyez, entre 1960 et 2020, elle a augmenté d'à peu près un tiers. Et on s'aperçoit qu'on est maintenant autour de 420 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Alors, dans les années 70-80, vous voyez, on était entre 320 et 340, ça inquiétait personne. Puis progressivement, autour des années 80-90, il y a des gens qui ont commencé à faire des modélisations en disant « Ah, mais ça, c'est peut-être pas bon pour le climat. » Et en fait, actuellement, on est à des taux de CO2 qui sont très élevés. Alors encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire très élevé? Ça veut dire ça. Dans les glaces de Vostok, sont stockées des bulles, et on peut dater les glaces et mesurer la quantité de CO2 qui était présente dans l'atmosphère de la Terre depuis en gros 450 000 ans. Et ça, c'est ce qu'on obtient. Donc vous voyez qu'autour des 450 000 dernières années, le CO2, il a toujours été parfois bas, jusqu'à 200 ppm, et puis autour de 300. Nous, on est au-dessus, là. C'est-à-dire que la quantité de CO2 qui est présente dans l'atmosphère est supérieure à la quantité de CO2 qui a été présente dans l'atmosphère au cours des 500 dernières milliers d'années. Or, comme en plus on est comme ça, on ne peut pas dire combien c'est de millions d'années, mais il y a pas mal de gens qui pensent que c'est comme ça depuis longtemps. Donc là, on a modifié l'atmosphère de la Terre de façon assez remarquable. Bon, je vous parlerai très très rapidement des conséquences, parce que tout le monde a vu des photos comme ça. Hein. Ça, c'est le glacier Grinnell. Ça, c'est en 1910. Ça, c'est maintenant. Vous voyez bien qu'elle a tout reculé. Il y a des exemples plus frappants, voilà, en Arctique. C'est la même photo à 50 ans d'écart. C'est sûr que là, on a un peu perdu. Et je dois en avoir encore une autre. Ouais. Les photos de l'Antarctique vues par satellite, au fur et à mesure du fait que la mer fond autour de l'Antarctique. Donc ça, c'est sûr, on a des effets d'un réchauffement climatique, on peut mesurer le réchauffement climatique. Il y a même des agriculteurs qui l'ont repéré depuis bien plus longtemps que les scientifiques. Quand on regarde à partir de quand les vignerons du Val-de-Loire ont commencé à changer leurs vignes pour mettre des vignes plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse, c'est plutôt dans les années 70, certains,
qui disaient « Ah, j'arrive plus à faire le même vin, alors j'ai changé mes vignes ». Mais en fait, c'est plus tard, quand on discute avec eux, qu'on s'aperçoit qu'eux, ils avaient remarqué ça assez tôt. On a une autre menace qui est liée à ça, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais qui est le fait qu'en ce moment, on note quand même qu'il y a une petite augmentation à 8 cm, hein, c'est pas le bout du monde, du niveau de la mer. Et le niveau de la mer, en fait, actuellement, dans les modélisations qu'on a, c'est pas à cause de la fonte des glaces qui monte, c'est à cause de l'expansion de l'eau parce qu'on change la température de la Terre. Et comme la température de la Terre a changé, il faut à peu près 20, enfin, je ne suis pas sûr, mais enfin, c'est beaucoup d'années pour que l'océan s'équilibre. Et donc, de toute façon, cette augmentation du niveau de la mer, là maintenant, elle est inévitable. La température de la Terre a un peu monté, la mer réagit, et donc actuellement, on commence à penser que dans les années 2040, on sera à 60 cm. Bon, ça, c'est des menaces. Bon, il y a d'autres menaces, on en parle à chaque fois qu'il y a des tempêtes, on dirait réchauffement climatique. Il y en a qui sont liés au réchauffement climatique, la violence peut être liée au réchauffement climatique, la fréquence. Il y a beaucoup de tempêtes qui existaient avant. On estime que c'est à peu près 760 millions de personnes qui sont affectées par l'augmentation du niveau de la mer, essentiellement dans les pays d'Asie, dans les pays d'Afrique, où les choses ont été construites très près du niveau de la mer. Il faut savoir quand même qu'en Hollande, il y a un ministère de la montée des eaux, parce qu'effectivement, la Hollande est déjà sous le niveau de la mer, et donc chaque centimètre qui augmente, c'est des kilowatts et des kilowatts pour pouvoir pomper l'eau à l'extérieur des polders et à l'extérieur du pays. Donc la Hollande a un ministère du niveau de la mer, de la montée des eaux exactement. Et par ailleurs, les prédictions sont telles qu'il y a des projets de construction de digues autour de Manhattan, parce que Manhattan est aussi très bas sur la mer, et probablement ils auront besoin de monter des digues d'ici 2040. Donc voilà, on est en face de cette question-là, et là il y a plusieurs questions. C'est est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on est complètement certain que c'est tout à cause de l'homme? Vous savez bien qu'on entend encore, il y en a de moins en moins au fil des années, mais on entend encore quelques scientifiques qui vous parlent de configuration particulière du Soleil, etc. En fait, il y a un scientifique américain qui travaille sur ces questions-là depuis des années, qui a une position, moi je trouve, qui est très sage, qui dit cette question-là, elle n'a pas de sens. On ne sait pas ce qui va se passer, on n'est qu'à 80% sûr, enfin maintenant c'est peut-être 90%, que c'est l'activité humaine, mais si on ne fait rien, on fait une expérience. On a une planète, on peut faire une expérience, mais on sait qu'elle sera irréversible. Il est allé au G7, ou au G20, et il a expliqué ça comme ça. Il a dit, voilà, vous avez une planète, vous ferez la manip qu'une fois, mais vous n'avez qu'une planète. Vous voulez faire la manip ou vous voulez essayer de faire quelque chose? Et il dit, moi, je n'ai pas plus à vous apprendre, je ne peux pas vous donner l'assurance formelle, mais quand même, vous ne ferez qu'un seul essai. Et ça avait pas mal convaincu. Les Américains ont payé $1 milliard pour le développement des énergies vertes. C'est pas assez. Comme je vous dis, le Green Deal de l'Europe, maintenant, c'est 1000 milliards. Et est-ce que si on s'arrête, est-ce que tout revient à la normale? Alors ça, c'est une bonne question. Mais je ne sais pas si j'ai une diapo là-dessus. Non. Mais il faut quand même réaliser que si on arrêtait les émissions aujourd'hui, toutes les émissions, il faut à peu près 400 ans pour revenir au climat des années 50. Et qu'en 2040, si on ne fait rien, il faudra 4000 ans. Donc, et il est hors de question d'arrêter toutes les émissions du jour au lendemain, bien entendu. On ne va pas arrêter l'économie. Ou alors on est dans des crises dramatiques. On essaye d'éviter les crises dramatiques à long terme, mais ce n'est pas pour causer des crises dramatiques demain. Et donc, tout ça est une question qui est complexe, parce que pour transformer l'utilisation de l'énergie du pétrole en autre chose, ça veut dire qu'il va y avoir un temps d'adaptation qui est au moins de 10 à 20 ans. Alors, il y a eu récemment, il y a quand même eu une expérience assez intéressante au niveau du globe, qui est le jour où l'Australie a décidé de bannir les ampoules à incandescence. L'Australie, un beau jour, s'est pris de dire les ampoules à incandescence, ça consomme plein d'énergie, ça ne sert à rien, on ne veut plus. Il n'y avait pas de technologie bien. Au début, il y avait des espèces de filaments là, pas xénon, c'est des tubes néons minuscules qui mettaient 1 heure à s'allumer, enfin bref. Mais finalement,
la plupart des pays ont suivi. La technologie des LED de forte puissance s'est développée, et actuellement, on ne trouve plus d'ampoules. On a changé des centaines de milliards d'ampoules dans le monde, pour des ampoules plus chères en plus, mais qui éventuellement, on vous dit qu'elles durent plus longtemps. Et donc, ça veut quand même dire que quand il y a une technologie de rupture qui permet de faire des économies d'un côté, il est possible qu'au niveau mondial, en quelques années, on arrive à basculer sur une nouvelle technologie. Alors bon, on est là, on voudrait utiliser moins de pétrole pour essayer d'éviter de mettre plus de CO2 dans l'atmosphère. Et alors, on est à peu près on est à une quinzaine de terawatts. Il faut aller à 50. On sait qu'en plus, il va falloir balancer une grosse part des terawatts qu'on utilise avec du pétrole. Où est-ce qu'on va les trouver? Alors, il y a plein de solutions. Il y a l'énergie des océans, il y a le vent, il y a la géothermique, il y a l'hydroélectrique, les barrages, il y a la biomasse, et puis il y a le solaire. Alors tout ça, c'est des tas de stratégies différentes qui peuvent avoir un intérêt aujourd'hui, par exemple pour réduire partiellement l'utilisation de pétrole, mais quand on regarde par rapport au Terawatt Challenge, c'est un peu plus compliqué. On peut espérer globalement sur la Terre récupérer au maximum 2 à 3 terawatts avec l'éolien. Le géothermal, c'est plus compliqué. Si on utilisait tout ce qu'on peut, et ça occupe énormément de place, on pourrait en tirer une petite dizaine. L'océan, quelques-uns, et l'hydroélectrique, on consomme déjà quasiment tout, c'est 1,6. Comme vous voyez, par rapport à 50, là, on n'y est pas. Puis là, ça veut dire mettre des éoliennes absolument partout, ça veut dire mettre des barrages absolument partout, etc. Donc 11, 13, 15, ça ne fait pas 50. Il en manque quand même 35. Et là, on a déjà pas mal saccagé. Alors, il y a une autre solution, enfin le solaire, parce que le solaire, quand on regarde les ordres de grandeur, c'est quand même assez intéressant. Il arrive à peu près sur la Terre 120 000 terawatts qu'on peut pour utiliser pratiquement, parce qu'on, bon, et bien évidemment, il y en a pas mal qui reflétaient, etc. Mais pratiquement, on peut avoir accès à 600 terawatts. Et pour vous donner une idée de comment tout ça s'organise, 10 minutes d'énergie solaire sur la Terre, c'est toute l'énergie pour l'humanité pour un an en 2050. Alors on peut se dire, si on arrive à tirer 10 minutes par an, ça pourrait marcher quand même. Là, on n'est plus à dire, on va couvrir d'éoliennes et on en aura 2. Là, on se dit, il va falloir qu'on se débrouille pour arriver à tirer 10 minutes d'énergie solaire. Et donc, c'est pour ça que le solaire tient une place prépondérante, au moins dans les études à long terme. C'est-à-dire que le développement de l'énergie solaire est un développement qui permettrait à l'humanité de trouver, si on a les bonnes solutions technologiques, une solution définitive pour son énergie. Ça ne veut pas dire que l'éolien, ce n'est pas intéressant, ou que le géothermique n'est pas intéressant, hein, faut pas... mais ce n'est pas avec ça qu'on va donner de l'électricité ou de l'énergie à toute la planète. C'est des choses qui peuvent nous permettre aujourd'hui de faire des économies, mais ce n'est pas ça qui va nous donner notre avenir. Alors quand on parle de solaire, aujourd'hui on fait du photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, c'est quoi? C'est des jonctions, et puis quand il y a de l'électricité, quand il y a de la lumière qui arrive, il y a des transferts de charge, et on peut injecter une charge d'un électron dans un système. Donc au début ça marchait moyen, et puis quand on voit le rendement du photovoltaïque en efficacité, il est passé de 5, puis 10, les 60, ça a beaucoup monté avec le silicium cristallin. Le silicium cristallin, c'est compliqué parce qu'un défaut par centimètre carré, ça vous écrase le rendement. Puis après, on a développé des choses parfois plus utiles. Alors le silicium cristallin, on va dire que maintenant, on est à 25% de rendement, c'est énorme. Et donc, le photovoltaïque, ça s'est généralisé, ça marche pas mal. Le rendement global, quand on considère l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer les systèmes photovoltaïques et ce qu'il faut pour les recycler, il n'y a pas beaucoup d'années, il n'y a pas tellement longtemps qu'ils sont devenus rentables. Il y a beaucoup de systèmes qui coûtaient plus cher à fabriquer que d'énergie qu'ils rapportaient. Depuis que les Chinois ont construit des usines gigantesques où ils ont tout optimisé, on arrive à avoir du photovoltaïque qui donne plus d'énergie que ce qui a été mis dedans pour le fabriquer. Alors le photovoltaïque, ça marche bien. Le problème, c'est le stockage.
Parce que le photovoltaïque, ça crée de l'électricité. En Allemagne, maintenant qu'ils ont couvert le pays avec des éoliennes et du photovoltaïque, quand il y a du soleil et du vent, ils n'ont plus besoin de leurs centrales essentiellement à gaz et à charbon. Le problème, c'est que quand il fait nuit et que le vent il tombe, eh ben, il y a un petit souci parce qu'il n'y a plus de fabrication d'électricité. Alors, évidemment, l'idée était que de jour, on utilisera ça, et la nuit, on va faire tourner les fournaises des centrales à charbon ou à gaz. Alors ça, c'était une bonne idée. Le problème, c'est que la technologie des fournaises, elle est faite pour être très, très stable quand on les maintient à la même température. Si vous commencez à faire des cycles de refroidissement et de réchauffage de ces fournaises-là, les métaux dans lesquels ils sont faits, ils font du recuit et les fournaises ne tiennent pas. Donc pour l'instant, l'Allemagne ne peut pas diminuer tellement la quantité de gaz qu'elle injecte dans les fournaises, même si elle ne veut pas faire d'électricité avec, parce que sans ça, les chaudières ne tiennent pas avec le temps. Et les grands instituts de technologie allemands, ils travaillent là-dessus, mais pour le moment, ça n'avance pas. Mais bon, c'est-à-dire que le problème, c'est d'arriver à stocker tout ça. Alors il y a une solution, je vais rajouter ça, ce n'est pas vraiment de la photosynthèse artificielle, mais il y a une solution qui consiste à dissocier l'eau, à faire l'hydrolyse de l'eau. Tout le monde a fait ça quand on était petit dans les classes. On a de l'eau, on met un peu de sel, on met un courant et on voit des bulles, et puis on a de l'oxygène d'un côté, de l'hydrogène de l'autre. C'est nickel parce qu'on sépare le carburant d'oxygène, ça marche super bien. Ben, ça marche super bien, le rendement est absolument infâme. C'est 1% ou 2%. On peut augmenter l'efficacité de l'hydrolyse de l'eau en couvrant les électrodes avec du platine. Ça, c'est bien, alors on a des rendements superbes. Le problème, c'est que le platine, il n'y en a pas assez pour faire des hydrolyseurs d'eau au niveau mondial. Il y en a un pour 1000 de ce qu'il faudrait en quantité. Et donc, pour l'instant, enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'hydrolyse de l'eau était considérée comme un truc qui n'allait pas marcher. Il faudrait qu'on arrive à des rendements d'à peu près 12% pour que ce soit rentable. Siemens a reporté récemment que des traitements des électrodes qui faisaient, parce que essentiellement c'est le problème au niveau des électrodes, on a un surpotentiel, et en fait il faut arriver à gérer en mettant comme des catalyseurs autour des électrodes qui vont faciliter la dissociation pour éviter d'avoir un surpotentiel, c'est ça qui fait perdre le rendement. Et donc, ils ont rapporté qu'ils étaient arrivés à monter à 5 à 6%. Et ils ont déjà commencé à construire des démonstrateurs de grande taille qu'on pourrait associer au photovoltaïque. À 5%, c'est toujours pas très bon, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Il y a des endroits, je crois que c'est en Suisse, où avec l'électricité qu'ils ne savent pas quoi utiliser avec le photovoltaïque, ils font tourner des turbines et puis font remonter l'eau dans les barrages pour stocker, pour refaire de l'électricité quand elle va redescendre. Le problème, c'est qu'avec 5% de rendement d'un côté, parce que le photovoltaïque, enfin, bon, 20% de rendement d'un côté, et puis après, il y a encore, au niveau des barrages, c'est quand même pas du 100%. À chaque fois qu'on a une opération en plus, on perd. Et donc ça, c'est un des trucs qui est regardé par pas mal de très grandes entreprises. Parce que la technologie n'est pas loin et qu'ils disent qu'après tout, pourquoi pas. Bon, si on regarde plus précisément l'évolution du CO2, vous l'avez vu tout à l'heure, mais là, je vous ai fait un petit agrandissement. On voit qu'en fait, c'est la courbe rouge, elle est comme une espèce de sinusoïde, elle est périodique. Et cette période-là, ça correspond à une baisse du CO2 quand c'est l'été dans l'hémisphère nord. Et en fait, quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, la végétation, parce qu'il y a plus de végétation et plus d'algues dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, eh bien, l'hémisphère nord pompe le CO2 de l'atmosphère, les arbres, les algues, et puis le rendent en hiver. Et puis quand ils le rendent, ils en rendent un peu plus parce que la concentration de CO2 augmente. Et bon, c'est pas mal. Et en plus, c'est une chose qu'on a remarqué récemment, c'est que ça a beau augmenter la biomasse, enfin les forêts, les algues, arrivent à bouffer une part du CO2 qu'on rejette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'arbres, en fait, on augmenterait beaucoup plus vite la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et il y a une augmentation de la création de biomasse qui est liée
à l'augmentation du CO2. Parce qu'en fait, la biomasse est extrêmement limitée par la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Le problème, c'est qu'elle a beau augmenter, elle n'augmente pas assez pour qu'on observe un système qui finisse par décroître. Et donc, on se dit, tiens, là, la photosynthèse, non seulement elle utilise de l'énergie solaire, mais en plus, elle pompe le CO2. Donc, on pourrait se dire, on va regarder comment ça marche la photosynthèse naturelle. La photosynthèse naturelle, c'est un phénomène important, hein, c'est 150 terawatts. C'est-à-dire, c'est 10 fois ce que l'homme a besoin dans les années 2050. Et en plus, elle pompe efficacement le CO2 de l'atmosphère terrestre. Et la question, c'est est-ce qu'on peut s'en inspirer? Donc, c'est ça qu'on va regarder. Je vais vous présenter la photosynthèse naturelle. Puis après, je vais vous expliquer comment on peut faire. Donc, 150 terawatts. Et la réaction, en gros, de la photosynthèse, c'est avec du CO2, de l'eau et de la lumière, on fait de la biomasse et de l'oxygène. C'est un phénomène important. Hein. Nous, on est autour de 17 maintenant. Je vous ai montré 12 tout à l'heure, mais c'était début de l'année 2000. On est à 17. C'est 10 fois plus. C'est une bonne utilisation de l'énergie solaire. Alors, il faut voir ce que ça veut dire, 150 terawatts. C'est 105 milliards de tonnes par an de biomasse. Ça représente 2 pyramides de Gizeh par heure. On est vraiment sur des phénomènes au niveau planétaire, quoi. Et donc, voilà, ça, c'est ce que la photosynthèse produit dans toutes les heures au cours de l'année. Alors, la photosynthèse, ça se passe dans les plantes et dans les algues. Là, vous avez des jolies feuilles d'épinards qui sont un modèle classique de la photosynthèse pour les études. Et en fait, dans ces feuilles, vous avez des organelles qui s'appellent des chloroplastes, qui sont d'anciennes cyanobactéries, qui ont fait un mariage avec des cellules plus grosses. Et dans ce mariage, elles ont obtenu, elles, un milieu qui est relativement tamponné, qui est toujours le même, ou le mieux possible. Et en échange, elles fournissent l'énergie à ces cellules. Et l'énergie qu'elles fournissent, c'est l'énergie de la photosynthèse. Et quand vous regardez dans ces chloroplastes, dans ces petits organelles, ils ont encore un petit bout d'ADN. On voit bien que c'est d'anciennes bactéries. Vous avez un réseau de membranes extrêmement complexe, et en fait, ces membranes abritent la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est un peu compliqué. En gros, vous avez des protéines qui vont... vous voyez, c'est autour d'une membrane. Et donc, en fait, comme pour la respiration, vous allez créer des gradients de membrane, c'est-à-dire pas la même composition d'un côté et de l'autre, ça va créer des gradients et vous allez pouvoir utiliser ça pour faire de la chimie. Donc vous avez ici une protéine tout à fait fascinante qui, quand elle absorbe de la lumière, est capable d'oxyder l'eau. C'est-à-dire de faire de l'oxygène avec de l'eau, de faire de l'oxygène et des protons. Ça, c'est des potentiels redox à peu près équivalents à ceux de l'eau de Javel. C'est-à-dire que pour abriter ça dans une structure biologique, ce n'est pas simple. D'ailleurs, c'est la protéine qui est remplacée le plus rapidement de tout le vivant, la protéine qu'on connaisse dans tous les organismes, qui est remplacée toutes les demi-heures, parce que toutes les demi-heures, à cause des potentiels redox qui sont impliqués, elle se casse en morceaux, il y a des trucs qui disparaissent, il y a des oxydations parasites. Et donc, toutes les demi-heures, cette protéine est remplacée pour continuer à exploiter l'énergie solaire. Donc, cette protéine, elle va transférer des électrons extrêmement oxydants, elle va créer un centre très oxydant en transférant des électrons de l'autre côté de la membrane. Ces électrons, une fois qu'ils sont là, ils vont avoir un long chemin, ils vont être pris en charge par des transporteurs, ils vont faire un tour dans une protéine intermédiaire où on va fabriquer de l'adénosine triphosphate, qui est un des carburants du vivant. De toute façon, il y a plein de protons de ce côté-là, on va encore pomper des protons de ce côté-là. Et puis, à partir de là, donc on aura créé un gradient de protons encore plus important là. Après, l'électron, il va aller retourner sur un autre transporteur et il va arriver à une deuxième protéine qui, elle, à la place de créer un centre extrêmement oxydant qui permet de réduire l'eau, va créer des électrons extrêmement réducteurs qui vont permettre, alors dans la nature, de faire ce qu'on appelle du NADPH, qui est un autre carburant du vivant. Mais il faut savoir qu'à partir de là, si on fait des petites modifs, on arrive à obtenir de l'hydrogène. C'est-à-dire que là, on a des potentiels redox, on est capable de réduire les protons. Et tous les protons qui sont là, ils vont passer dans la TPase, ils vont suivre le gradient de potentiel et ils vont former l'adénosine triphosphate, qui est le deuxième carburant. À partir de tout ça, vous avez donc fait de l'ATP et du NADPH.
Et vous avez un système, je vais un peu plus vite, voilà, un peu ailleurs, où vous allez avoir une série de protéines qui, en utilisant l'ATP et le NADPH, vont prendre du CO2 et le transformer en sucre, en glucose. Donc, ces carburants qui ont été faits par l'énergie solaire vont être utilisés par ailleurs pour fixer du CO2. C'est comme ça que la photosynthèse consomme le CO2, produit de l'eau, produit de l'oxygène à partir de l'eau. Vous savez, sur la Terre primitive, il n'y avait pas d'oxygène. L'oxygène est arrivé entièrement à cause des bactéries photosynthétiques quand elles ont été capables d'oxyder. Donc voilà, et alors ça, on a un système qui d'un côté oxyde l'eau pour faire H2 de l'autre côté est capable de réduire des protons. En fait, on a un système qui fait la décomposition de l'eau, mais qui fait la décomposition de l'eau sans platine. Au cours de la photosynthèse, toutes les protéines impliquées ont des centres métalliques qui sont composés des métaux qui sont les plus fréquents sur la Terre. Du fer, du manganèse, un peu de cobalt, mais pas beaucoup, et ça dépend pourquoi. Mais beaucoup fer-manganèse. Et le fer-manganèse, c'est la composition du manteau. Donc du fer et du manganèse sur la Terre, il y en a indéfiniment. Donc quand on voit ça, on se dit, bon ben, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la photosynthèse pour réduire les problèmes et essayer Parce que là, vous avez un système qui ne fait pas d'électricité. Elle fait directement des carburants. Si vous fabriquez de l'hydrogène directement à partir du solaire, l'hydrogène, vous pouvez l'utiliser. Au début, on a pensé qu'on allait faire la l'utilisation de l'hydrogène, mais ça ne marche pas parce que l'hydrogène liquide, c'est une vraie merde. C'est hyper corrosif. Mais en fait, les chimistes, et en particulier les Allemands, savent extrêmement bien faire à partir de CO, à partir de l'hydrogène et de CO ou de CO2. On arrive à faire de façon industrielle du CH4, qui est le gaz qu'on utilise, le gaz de vie. Donc si on faisait beaucoup d'hydrogène, on pourrait imaginer faire, avec des rendements qui sont très élevés, pour arriver à transformer cet hydrogène. Et maintenant, on pense plutôt une société du méthane qu'une société de l'hydrogène. Quand vous brûlez tout ça, ben, vous rendez le CO2 qui a été pris et vous remettez de l'eau, vous transformez l'hydrogène en eau. Donc, quand on regarde la photosynthèse, il y a plusieurs stratégies. Soit on pourrait essayer d'améliorer la photosynthèse naturelle. Ça, c'est pas très développé parce qu'il y a quand même 3 milliards d'années d'évolution. Et puis, je vais y revenir, mais enfin bon, pour améliorer la photosynthèse naturelle, ça veut dire faire des modifications génétiques à grande échelle. Et on sait que c'est pas toujours bien ressenti de faire de la mutation, parce que bon, on a plein de soucis avec ça. Mais on peut aussi essayer d'améliorer l'usage qu'on fait de la photosynthèse. On a un ou deux exemples là-dessus. Par exemple, on peut améliorer la production de biomasse par les plantes pour produire du bioéthanol, comme on fait avec la canne à sucre au Brésil. Au Brésil, ils ont un système où ils produisent la canne à sucre, c'est plein de sucre, et ils ont un système qui permet de fabriquer du bioéthanol, qui est un système qui est rentable au point de vue énergétique. Il est rentable au point de vue énergétique parce que la canne à sucre produit d'une part le sucre, et d'autre part ce qui n'est pas dans la canne, c'est-à-dire la bagasse, les feuilles. Et en fait, pour faire du bioéthanol avec des plantes, on est obligé de chauffer. Et dans le cas de la canne à sucre, on chauffe avec la bagasse. Donc en fait, vous utilisez une part de la canne à sucre pour produire l'énergie pour faire le bioéthanol. Dans le cas des pays occidentaux, on fait du bioéthanol avec de la betterave, mais le problème c'est que la betterave, ça n'a pas beaucoup de feuilles. Et donc en fait, pour faire le bioéthanol, on est obligé d'utiliser de l'énergie souvent qui vient du pétrole. Et donc ça donne le rendement du bioéthanol est quand même pas mal moins bon en Europe qu'il est au Brésil où on peut faire ça. Voilà, et puis sans ça, il y a des possibilités d'utiliser des plantes qu'on ne connaît pas bien, mais Miscanthus, c'est celle-là. C'est une plante pérenne qui pousse à 2,50 m de haut et qui produit jusqu'à 60 tonnes à l'hectare. Donc là, évidemment, on a un petit peu plus que les plantes qu'on connaît nous, mais ça pousse dans pas mal d'endroits. Le problème, c'est que le rendement est bas. Donc vous pouvez espérer tirer de ça à peu près 5 terawatts. C'est pas énorme quand même. Mais j'y reviendrai. J'y reviendrai j'y reviens maintenant. Parce que ça, c'est le maïs à l'origine, vous voyez. Avant que les Indiens d'Amérique ne fassent des croisements, comme nous on a fait, pour améliorer le maïs. Et ça, c'est le maïs une fois qu'il avait été amélioré. Et ça, c'est le maïs de nos jours. Quand vous regardez, vous avez un bon facteur 100 entre la biomasse qui est là et la biomasse qui est là.
Donc quand je dis ici qu'on a une espérance de 5 à 7 terawatts, c'est avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'évidemment, si on commençait à faire des développements comme ça, et là c'est que du croisement, hein, là il n'y a pas de mutagénèse, il n'y a pas de machin. Et il est bien évident que les ressources, la manière dont on va gérer les ressources, peuvent changer l'évaluation d'un facteur 10, facilement. On n'a pas d'exemple, mais enfin en tout cas, si on pense dans le long terme, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des expériences qui permettent d'augmenter un peu la quantité de biomasse produite par les plantes. Donc là-dessus, je ne serais, disons, que les estimations, c'est en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis il y a une autre solution, c'est d'utiliser d'autres organismes photosynthétiques, parce que les plantes, elles ont un truc qui s'appelle le métabolisme secondaire, parce qu'ils ont besoin de grandir, de faire des graines, d'attirer les pollinisateurs, donc elles produisent plein de produits. Et il y a des microalgues qui sont plus simples, elles ont du métabolisme secondaire quand même, mais beaucoup moins. Et la production de biomasse, c'est à peu près un facteur 2 à 3 par rapport aux plantes. Donc évidemment, on augmente le rendement. Le problème, c'est que c'est des trucs qui poussent dans l'eau. Alors ça a un avantage, c'est que ça ne bouffe pas les surfaces terrestres agricoles, hein, parce qu'il y a cette question-là, c'est pour produire de l'énergie à partir des champs, il faut de la place dans les champs. Et on a une très très grande variété de microalgues ou de cyanobactéries, selon, et dont beaucoup sont inconnus parce que c'était c'est un peu des organismes exotiques, si vous voulez. Donc il y a des gens qui s'intéressent à ça dans tous les pays, mais c'est très peu nombreux. Donc il y a énormément d'algues. Quand on regarde l'expédition Tara, chaque fois qu'ils vont, ils en ramènent des centaines de souches qu'on ne connaissait pas. Et dans ces souches-là, on peut peut-être espérer trouver des souches qui sont plus efficaces, etc. Ça, c'est quand même assez développé. Hein. Ça, c'est la photo d'une usine, je crois que c'est en Californie. Et là, vous avez des lacs produisant des microalgues qui font 350 hectares. Vous voyez, vous avez des vrais démonstrateurs en vraie grandeur de production de biomasse. Alors, c'est quoi les limitations de ça? Les maladies, parce que personne ne s'est jamais intéressé aux maladies des algues. Il faut dire que comme ça pourrait l'air fascinant. Mais comme toute agriculture, quand vous commencez à avoir plein du truc au même endroit, quand vous avez de la monoculture, quand il y a un parasite qui arrive, c'est une catastrophe. Et on a déjà vu dans des grandes installations, peut-être pas celle de 350 hectares, mais on a vu ça dans des grands réacteurs, où tout d'un coup, en 15 jours, on a perdu toutes les bactéries qui sont dedans, à cause de phages. Les phages, c'est des virus qui s'attaquent aux bactéries, et on ne connaît quasiment rien des phages des bactéries photosynthétiques. C'est devenu intéressant, mais ça ne se développe pas en 6 mois. L'autre problème, c'est la récolte des molécules d'intérêt, c'est-à-dire que comment on va récupérer la biomasse? C'est des choses qui sont dans l'eau. Il faut faire des filtrations, il faut les faire sécher. C'est beaucoup d'énergie. On peut faire sécher au soleil, mais ça prend du temps. C'est pas simple. On pourrait augmenter probablement de façon importante la production, en particulier faire par exemple, c'est des choses qui se font dans certains endroits, la production de gouttes d'huile qui sont excrétées par les bactéries. Mais en général, on est obligé de modifier les organismes et l'acceptabilité des organismes génétiquement modifiés est actuellement pas bonne. Donc, c'est pas la peine d'imaginer qu'on va faire des lacs de 500 hectares avec que des OGM, parce qu'il y a quand même une sensibilité, un certain nombre de risques qui ne sont pas zéro, hein, c'est certain. Et donc, de toute façon, pour le moment, c'est pas vraiment, en tout cas par exemple en Europe, on n'a pas le droit. Il y a encore plein d'endroits où on n'a pas le droit. Voilà. Et alors donc, vous voyez, il y a une autre solution encore, et qui s'appelle la photosynthèse artificielle, qui est de produire directement des carburants à partir de l'énergie solaire, en se disant, on ne va pas prendre les plantes, on va regarder comment ça marche, et nous, on va faire pareil. Alors ça, c'est un peu compliqué, ça s'est développé déjà dans les années 85, il y avait quelques labos dans le monde, en particulier en Arizona, parce qu'il y a beaucoup de soleil, et puis qu'ils avaient une très bonne équipe là-bas. On commençait à réfléchir comment on pouvait faire ça. Et là, effectivement, dans les dernières années, c'est devenu un sujet d'abord extrêmement soutenu, et ensuite qui concerne beaucoup de gens. Pour vous donner un exemple, si vous voulez, c'est quand même un domaine périphérique entre la chimie et la physique, des domaines où traditionnellement il n'y a pas beaucoup d'étudiants, hein, il y en a un peu, mais pas énorme. Et à l'Université libre d'Amsterdam, le programme énergie photocatalyse attire autant d'étudiants que les programmes sur le cancer ou sur le vieillissement. Parce qu'il y a une vraie sensibilisation de gens jeunes. Parce
que 2050, c'est demain, hein, et puis que les gens qui ont 20 ans, ils auront que 50 ans. Et il y a une vraie sensibilisation, et il y a un vrai engouement pour ce type de recherche, tout à fait justifié. Donc c'est quoi la photosynthèse artificielle? Ben voilà, la photosynthèse, ça fait ça. On met de la lumière, on obtient du sucre et de l'oxygène. Est-ce que l'idée, ben, on va faire une feuille artificielle, on fait des fuels, du sucre ou n'importe quoi, ben, le sucre ça se brûle aussi. Hein. On va faire du carburant ici, éventuellement de l'oxygène là. Et comment on peut faire ça? Alors, les limitations. Donc pour faire ça, il faut des électrons. Parce que pour faire des sucres, il va falloir des électrons. Or, ces électrons, on ne peut pas les avoir de n'importe quoi. La photosynthèse naturelle a choisi de dissocier l'eau parce que l'eau, il y en a partout. Et que c'est pas cher et qu'il y en a plein. Il y a dans l'évolution de la photosynthèse, les premiers organismes n'utilisaient pas l'eau. Ils utilisaient les molécules réductrices de la terre primitive, H2S, UH4. Et en fait, ils avaient besoin de beaucoup moins de potentiel d'oxydoréduction. Mais si on pense travailler à très très grande échelle, ces molécules-là, on ne va pas les trouver. Il n'y a pas des millions de tonnes d'H2S ou de produits sulfurés disponibles, ou alors ça va être dégueulasse. Donc en fait, l'idée, c'est de dissocier l'eau, parce qu'en dissociant l'eau, il n'y a pas, si vous voulez, on fait de l'oxygène, on fait de l'hydrogène, il n'y a pas de sous-produits. Si vous commencez à oxyder du soufre, vous allez avoir des produits d'oxydation du soufre. Donc l'idée, c'est de dissocier l'eau. Or, l'eau, c'est un peu compliqué, parce que d'abord, il faut un très haut pouvoir oxydant, et d'autre part, c'est une réaction à 4 électrons. Parce qu'il faut 4 électrons pour arriver de là à là. Or, quand vous arrachez un électron, quand vous avez un produit qui va emmener un électron quelque part sur lui, ben, l'électron, c'est une charge négative. Pour emmener le deuxième, ça va être vachement plus compliqué, parce que le premier est déjà là, il y a des répulsions ça a des répulsions électrostatiques, et donc ça ne marche pas bien. Alors quand on parle à 4 électrons, c'est vachement compliqué. Alors on peut regarder comment on fait la nature. Donc ça, c'est la protéine dont je vous ai parlé, qui dissocie l'eau. Alors, comment ça marche? La lumière arrive sur un chromophore, quelque chose qui absorbe la lumière, et qui, lui, va envoyer va expulser des électrons qui vont suivre un chemin de toute une série de transporteurs. Et ici, on va créer un trou, donc une charge positive extrêmement oxydante. Et cette charge positive, elle va aller se coller sur un cluster de manganèse, c'est-à-dire il y a 4 manganèses. Donc il y a 4 gros métaux qui ont beaucoup de degrés d'oxydation et qui vont absorber progressivement l'ensemble des 4 charges. Et quand ils ont 4 charges, ils vont être capables de dissocier une molécule d'eau. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et puis en plus, donc grosso modo l'idée, voilà, on est là, et ben on dit, nous on va faire ça. Donc on va faire un catalyseur à base de manganèse, parce que le manganèse a les bons pouvoirs d'oxydoréduction et qu'il y en a plein sur la planète. Et puis on va mettre, pour le moment on met du ruthénium, parce que en fait c'est un système qui marche bien, mais qu'on pourra remplacer par la suite par n'importe... Ça c'est un système qui est très bien étudié, mais pratiquement on peut mettre n'importe quoi qui absorbe et qui a les bons potentiels d'oxydoréduction. Et puis on va donc... Ça va absorber la lumière, le manganèse va réduire le ruthénium et on va accumuler des charges ici pour faire la réaction la plus difficile qui est la dissociation d'eau. Alors ça se heurte à un certain nombre de trucs. Donc, en gros, l'idée, c'est voilà, donc vous avez ça, vous faites des essais, ça ne marche pas, vous essayez de comprendre pourquoi ça ne marche pas, vous regardez, vous recommencez, on a fait ça pendant 25 ans. Hein. Et donc, en fait, on est arrivé... Alors, pour les catalyseurs de manganèse, c'est assez facile, parce qu'on a des catalyseurs à manganèse qui servent dans l'énergie, dans la chimie. Par exemple, le catalyseur de Jacobsen, qui est un catalyseur avec un manganèse qui est chélaté par un certain nombre de cycles, quand vous le mettez en présence d'un oxydant, vous arrivez à faire des réactions d'époxydation. C'est-à-dire que vous transformez une double liaison carbone en un époxyde. C'est une réaction à 2 électrons. Et le catalyseur de Broodvik, c'est un Américain qui travaille à Yale, qui est un peu plus complexe, il y a 2 manganèses, il a commencé à essayer d'imiter, vous voyez, il n'y a pas 4 manganèses, mais il y en a 2, et puis vous avez 2 ponts oxygène, comme il y a dans la photosynthèse, on pense. Et en fait, celui-là, quand vous mettez un oxydant, vous arrivez à oxyder l'eau. Mais vous avez mis un oxydant, ça marche bien avec un oxydant. Le problème, c'est qu'avec un oxydant, vous avez rajouté plein, on met 110 fois la molarité, et donc vous avez plein d'oxydants qui vont entraîner
la suite des réactions. Pour la photocatalyse, c'est une réaction multiélectronique et on va avoir des problèmes d'accumulation. Alors on peut aussi regarder comment ça marche dans la nature. Alors, la nature, en fait, elle maîtrise les protons. Comment vous expliquer ça? Ici, vous voyez, vous avez votre électron, il va aller ici. Donc ici, ça va être moins. Et bien quand c'est moins, la molécule qu'elle a, elle va tirer un proton, qui est plus, et donc elle va avoir absorbé l'électron, mais elle sera toujours neutre. Et quand il y a un deuxième électron qui arrive, elle va absorber un deuxième proton. En fait, elle parle d'une forme quinole à une forme quinone, une forme quinone à une forme quinole. Et donc, en fait, ça reste neutre. Il y a deux protons qui rentrent au fur et à mesure. Et c'est la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, quand vous avez des charges plus qui s'accumulent, vous allez relarguer des protons. Et donc, en fait, vous relarguez des protons, vous allez changer le degré d'oxydation, mais vous n'allez pas garder la charge en elle-même. Et ça, la nature sait très bien faire ça. On appelle ça le transfert de protons et d'électrons couplés. Or ça, nous, on a toujours du mal à le faire. Mais on peut regarder en détail. Par exemple, entre le cluster de manganèse, où va avoir lieu l'oxydation de l'eau, et le centre qui absorbe la lumière, il y avait un truc assez rigolo qui était composé d'une tyrosine et d'une histidine, une forme assez spéciale. Et en même temps, d'ailleurs, au début, les scientifiques se sont trompés parce qu'ils pensaient, en fait, ce qui se passe, c'est que la charge oxyde la tyrosine, la charge qui est là, elle va passer là, et de la tyrosine, elle va passer au cluster de manganèse. Et au début, les gens avaient dit que c'était l'histidine qui absorbait la charge parce qu'ils voyaient des signaux qui étaient liés à l'histidine. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un processus qui permet justement de l'équilibration ou de la modification des charges. Vous avez une tyrosine qui a un groupement OH, et vous avez une liaison hydrogène avec l'histidine qui est là. Mais quand vous avez le passage de l'électron, en fait, le proton qui est là, enfin l'atome d'hydrogène qui est là, prend la liaison d'hydrogène ici, ça induit la présence d'une charge plus là, et la présence d'un trou ici. Et en fait, ça va changer la nature électrostatique de l'ensemble, ce qu'on appelle le mécanisme du proton qui bouge, et en fait, ça crée une barrière pour revenir en arrière et qu'il y ait des recombinaisons de charges. Et donc, on va dire la nature maîtrise les protons. Mais il y a un truc, c'est que les chimistes, ils sont bons maintenant. Donc là, on a ça dans la nature, et donc ça, c'est Léon Collot à Orsay qui a développé ça. Vous voyez, ça, c'est ça, hein, OH, et ici, on a mis une liaison CC, et là, il y a ça qui est là, à peu près, hein. Oui, c'est la même d'ailleurs, enfin, à part qu'il n'est pas, c'est pas un cycle. Et ici, vous l'avez positionné tout ça, tant qu'il y a une liaison d'hydrogène. Et en fait, ça sert de relais électronique. Ça a beaucoup aidé. Par exemple, vous prenez un photocatalyseur de Jacobsen, vous lui mettez le relais là, qui ressemble au relais qu'on observe dans la nature, avec le Jacobsen est là, là vous avez un ruthénium, vous avez de quoi absorber la lumière, et en fait, vous arrivez à bloquer suffisamment les retours pour pouvoir faire de l'époxydation à partir de la lumière. Parce qu'ici, vous avez empêché la recombinaison des charges. Et ça marche même avec le catalyseur de Brodvik. Vous prenez le catalyseur de Brodvik, avant on lui donnait les oxydants, maintenant on lui met une molécule qui est capable d'être suffisamment oxydante quand elle est dans un état excité, et vous arrivez à décomposer l'eau avec un catalyseur de Brodvik. Maintenant, c'est un photocatalyseur de Brodvik. Donc ça a été d'assez grandes avancées. Et donc, en fait, en gros, voilà, le système, c'est que vous avez un chromophore, vous avez un relais électronique qui va éviter les recombinaisons, et vous avez un centre catalytique. L'idée, c'est que quand votre ruthénium reçoit de la lumière, il pompe un électron du catalyseur, et puis en pompant un deuxième, jusqu'à ce qu'il y ait 4 protons, donc il y a 4 charges, et vous avez la décomposition de l'eau. Et tout ça grâce à ce système de rocking mechanism qui en fait donne une unidirectionnalité au système du proton. Alors ça, c'est très bien. Mais évidemment, voilà. Donc maintenant, la plupart est basée sur ce système. À partir de là, on a fait des centaines de photocatalyseurs capables de dissocier l'eau. Problème, il y a des conférences spécifiques où il y a des centaines de gens qui arrivent. À chaque poster, vous avez un photocatalyseur différent.
Oh, pas souvent très différents, hein, mais enfin bon. Et en fait, il y a deux paramètres importants. Parce que vous avez des gens qui viennent de regardez, moi j'ai un photocatalyseur avec un rendement génial. Vous en avez d'autres qui disent ah, moi j'ai un photocatalyseur super et il dissocie l'eau pendant des heures. Alors, dissocier l'eau pendant des heures, c'est le nombre de turnover, c'est le nombre de fois qu'il est capable de faire la manip. S'il est capable de faire la manip que 5 fois, en 2 minutes, vous n'avez plus de photocatalyseur. Il est mort. Donc, il faut que ça soit long. Et puis, le rendement, parce que si votre rendement il est de 0,01%, même avec beaucoup de turnover, vous n'allez pas décomposer beaucoup d'eau. En général, les gens vous disent qu'ils ont un bon rendement, souvent ils n'ont pas très bon turnover, et l'inverse est vrai. Le deuxième problème, le deuxième paramètre, c'est qu'il y a certains de ces photocatalyseurs qui marchent dans la soude à pH 14, par exemple, ou dans des solvants organiques complètement pourris. Et vous imaginez que vous allez faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de fuel, vous n'allez pas mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes d'acide sulfurique partout dans le monde. Donc l'idée, ce serait qu'il fonctionne dans l'eau. Alors ça, on en a, c'est assez récent, c'est dans les années 2000. On a commencé à avoir des photocatalyseurs qui marchaient dans l'eau, c'est-à-dire que les autres, on mettait un peu d'eau dans des produits merdiques. Ça, c'est de l'eau à pH 7, donc c'est un truc qui est quand même beaucoup moins polluant. Et bien sûr, sans métaux précieux, mais ça, tout le monde a compris depuis des années que ce n'était pas la peine de faire des photocatalyseurs avec de l'or ou du platine, parce que de toute façon, il y en a, mais ça, c'est enfin, pour des choses spécifiques, mais ça ne peut pas marcher pour l'énergie à cause des nombres de tonnes nécessaires. Et le dernier problème qui est un peu complexe, c'est qu'il faut qu'il soit efficace pour plusieurs années. Parce que par exemple, si on vous met un toit au-dessus de votre maison et que tous les 15 jours, les mecs qui viennent pour le refaire parce que le photocatalyseur il est mort dedans, pas sûr que vous acceptiez en tant que propriétaire de la maison ou locataire de la maison qu'on vous démonte le toit tous les 15 jours. Sans compter que ça coûte un peu des sous. Alors, de l'autre côté, si vous voyez là, on a... C'est bizarre parce que si vous regardez cette conférence, on parle énormément de l'oxydation de l'eau. Mais l'oxydation de l'eau ne donne pas le fuel. L'oxydation de l'eau donne juste les électrons. Et en fait, c'est la clé, l'oxydation de l'eau. Parce que de l'autre côté, la réduction des protons, c'est vachement plus facile. Parce qu'une réduction de protons, c'est une réaction à un électron par proton. Et en plus, on peut arriver à se débrouiller pour doubler un site catalytique et essayer, parce que vous pouvez essayer de faire une réaction à un électron par site catalytique. Et 2 électrons, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, le site catalytique des hydrogénases, parce que la nature sait très bien faire de l'hydrogène avec des protons, c'est un truc un peu compliqué qui a été résolu en particulier dans le Midi, la structure a été résolue. Et c'est un problème assez complexe, vous avez des sites à 2 fers, il y en a plusieurs, il y a des fers nickel et des fers-fer. Bon. Vous avez 2 fers là, il y en a encore 4 là qui traînent, et vous avez en fait 2 liaisons cyanides qui sont la clé du problème. Tout ça, c'est coordonné par des soufres. Et on sait très bien limiter le site catalytique de l'hydrogénase. On sait très bien limiter, mais encore une fois, ça, c'est un des trucs à bien avancer. Mais pour faire de l'hydrogène à partir de systèmes qui mimiquent ça, il faut pouvoir le nourrir avec des électrons, et les électrons, il faut savoir dissocier l'eau. Alors, on en est à un point où on est allé un peu plus loin maintenant. C'est-à-dire que là, je vous ai mis, ça c'est un catalyseur de Broodvik. Là, vous avez le relais électronique. Là, vous avez votre antenne. Et vous allez greffer tout ça sur une électrode TiO2. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut injecter, puisque là, on va avoir un électron qui arrive ici, on peut l'injecter dans la bande de conductance de l'électrode. Ça évite, c'est un moyen cheap pour éviter d'accumuler les charges, parce que vous allez envoyer tout ça dans l'électrode, et que l'électrode, c'est un truc macroscopique, vous allez pouvoir en mettre pas mal. Donc ici, vous injectez les électrons là, et ici, vous avez la catalyse. Et donc, vous pouvez faire la même chose de l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici, vous allez mettre vos catalyseurs de Broodvik liés à l'électrode, et de l'autre côté, vous allez faire vos catalyseurs qui sont capables de faire de l'hydrogène, souvent base de cobalt, mais enfin aussi des fer-fer. Et ici, les électrons, plutôt qu'ils aillent directement sur l'autre catalyseur, parce que c'est compliqué, parce que vous voulez séparer l'oxygène de l'hydrogène. Donc ici, vous allez faire de l'eau. Les électrons, ils vont faire le chemin entre les 2 électrodes. Au passage, vous récupérez du courant.
Et ici, les électrons vont nourrir les photocatalyseurs qui vont permettre de faire de l'hydrogène. Et ici, ben, bien sûr, il faut que vos protons ils passent d'un côté à l'autre. Les hydrogénases, elles sont souvent très sensibles avec l'oxygène. Donc ici, il ne faut mieux pas que tu aies trop d'oxygène qui passe d'un côté à l'autre. Ça s'améliore au fur et à mesure, mais malgré tout, on a intérêt à ce que l'oxygène, on le récupère par ailleurs plutôt qu'il enrichisse le milieu. Et donc, vous verrez la membrane à protons, ça existe maintenant. Les membranes qui permettent de laisser passer que les protons avec des tout petits trous. Et donc, vous essayez, il y a déjà des prototypes de ce type de photocatalyseur, de système entier. Il y en avait un qui a été montré au salon il y a 2-3 ans déjà. Et pour le moment, c'est des petits modèles. Hein, on n'est pas au... Voilà, et donc en fait, ce que vous faites, vous avez fait la feuille artificielle. Ce que je vous avais dit au début, c'est-à-dire l'oxygène produit d'un côté, le transfert des protons, l'hydrogène produit de l'autre, et ici, vous récupérez vos biofuels. Voilà, donc ça, c'est un des grands pans. Et on peut aller un peu plus loin, parce qu'un des problèmes, c'est qu'on a du CO2. Alors le CO2 dans l'atmosphère, c'est peu probable qu'on arrive à le récupérer, parce que l'énergie nécessaire à concentrer le CO2, c'est pas facile. Les plantes le font. Hein. Les plantes le font, et d'ailleurs poussent vachement mieux depuis qu'il y en a plus, parce que c'est vachement plus facile à concentrer quand on est à 500 ppm qu'à 300. Mais nous, il n'y a pas d'espoir tellement de ça. Mais par contre, on a quand même des endroits où on produit énormément de CO2. Par exemple, les cimenteries. Cimenterie, ça produit, une belle cimenterie, ça produit 600 000 tonnes de CO2 par an. Évidemment, c'est plus l'appareil de laboratoire. Hein. Mais sur ces 600 000 tonnes, il y en a une partie qui vont être repompées de l'atmosphère quand le CO2 va être emprisonné dans le ciment quand il cristallise. Donc en fait, si vous réfléchissez, vous avez 600 000 tonnes émises, et puis quand vous allez faire votre ciment, vous allez récupérer en gros 350 000, 400 000, bon, à peu près. Donc en fait, si vous avez piégé le CO2 à la sortie de l'usine, vous avez gagné, puisque vous n'avez pas laissé sortir de CO2 et que le ciment il va vous bouffer du CO2 de l'atmosphère. Là, on a des CO2 qui sont assez purs. Et donc l'idée, c'était d'utiliser ce CO2-là comme carburant. Alors, pour faire ça, il faut arriver à le réduire. C'est toujours le truc, oxyder l'eau c'est difficile, alors réduire le CO2 c'est pareil, c'est aussi difficile. Et là, en 2014, ça a été un pas assez important. Il y a des catalyseurs, c'est toujours, vous voyez, on va retrouver la même chose. Hein. C'est catalyseurs, donc là on a un catalyseur à base de nickel, qui est lié avec un relais électronique toujours le même, là, avec un rocking, et une antenne qui, encore une fois, est au ruthénium, mais qui peut passer ailleurs. Et en fait, ils ont montré qu'ils arrivaient à réduire le CO2 avec un système comme ça dans l'eau, sachant qu'on le réduit en CO. Mais le CO, ça peut être utilisé dans l'industrie chimique comme un réactif pour produire d'autres choses. Et donc là, ce CO-là, on peut éventuellement le recycler dans l'industrie. Et donc c'est un autre aspect de la photosynthèse, hein, parce que ça, c'est aussi un peu bio-inspiré. La photosynthèse est capable de réduire le CO2 pour faire des sucres. Et en fait, on peut aussi imaginer, parallèlement à la feuille artificielle qui fait de l'hydrogène, photoréduire le CO2 et utiliser au moins les sources de CO2 où le CO2 est relativement pur. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça fait 30 ans que les chimistes ont commencé à développer ça. Quand on regarde l'ensemble de ces photocatalyseurs, je ne vous avais pas présenté tous les variants, parce qu'après on fait de la chimie, de la zoologie en chimie à n'en plus finir, et que souvent c'est des petits détails, c'est des secondes sphères de coordination qui vont être importantes. Mais disons qu'actuellement, on commence à avoir des produits qui sont plus stables, sont plus efficaces, et il y a un certain nombre d'essais, non plus sur des appareils de laboratoire, mais sur des démonstrateurs de taille, on ne fait pas 600 000 tonnes, hein, mais disons de taille moyenne, c'est-à-dire des choses qui vont commencer à ressembler à de l'industrialisation. Et vu les progrès qui ont été faits dans les 10 dernières années, moi je pense que d'ici une dizaine d'années, on aura des choses qui seront commercialisables. Alors il faut bien comprendre que malgré tout, ça ne veut pas dire que la stratégie, sûrement pas la seule,
Et puis après, si jamais, par exemple, on développe, parce que ces mêmes catalyseurs, les photocatalyseurs, vous voyez qu'il y a une relation entre catalyse et photocatalyse. Dans les photocatalyseurs qui sont utilisés, il y en a un qui pourront peut-être être utiles pour utiliser sur les électrodes pour faire de l'hydrolyse de l'eau à partir de l'électricité photovoltaïque. Il y a des interactions entre tous ces systèmes-là. Mais grosso modo, on commence à voir des choses qui ne ressemblent plus à des appareils de labo, qui sont des appareils qui sont capables de produire des litres ou des dizaines de litres ou des centaines de litres, et sur un temps qui est déjà un peu plus long. Donc cet ensemble de stratégies devrait nous amener, à mon avis, d'ici 10 ans, à avoir une meilleure utilisation de l'énergie solaire. Alors, il faut comprendre une dernière remarque, qui n'est pas forcément extrêmement optimiste, mais c'est que le pétrole, c'est gratuit. Le pétrole, c'est des résidus de la photosynthèse des 4 milliards d'années qui nous ont précédés. Enfin, c'est pas gratuit parce que maintenant, il faut creuser de plus en plus profond. Enfin, le pétrole, il y a des endroits où il était à ras de terre. Donc, pendant des années, le pétrole, c'était extrêmement bon marché à extraire. Après, avec le pétrole, avec un peu de cracking, on fait des dizaines de molécules différentes. C'est un produit, c'est un miracle, le pétrole sur la Terre. Aucune des stratégies présentées là, même la biomasse, si on voulait l'utiliser, ne sera aussi peu chère que le pétrole. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion à avoir sur l'énergie, sachant que par ailleurs, l'utilisation du pétrole nous coûte plus cher chaque année, étant donné que les modifications climatiques font qu'il y a de plus en plus de dégâts et de machin. Vous savez qu'il y a des grandes compagnies d'assurance aux États-Unis qui veulent faire payer les pétroliers pour les dégâts des cyclones. Et que le débat, c'est combien c'est l'apport du réchauffement climatique. Et non, moi, j'y crois pas. Et dans toutes ces positions politiques, en particulier aux États-Unis, sur le réchauffement climatique, il y a des enjeux extrêmement importants derrière de responsabilité pénale ou civile devant la justice, pas pénale, mais civile devant la justice. C'est-à-dire que si le jour où on affirme que c'est à cause du pétrole, ben, éventuellement Exxon va se retrouver avec des assurances qui vont leur demander 250 milliards de dollars. Et donc c'est compliqué à gérer. Mais en tout cas, le pétrole va nous coûter de plus en plus cher à cause du réchauffement, d'où l'idée d'avoir une taxe carbone. Et dès qu'on commence à mettre même une petite taxe carbone, il y a un certain nombre des stratégies que je vous ai présentées ici qui ont des bonnes chances d'être compétitifs par rapport au prix où on paiera l'énergie du pétrole à ce moment-là. Et il est temps, parce qu'on est déjà bientôt à 500 ppm et que en 2000, pas en 2020 parce qu'il y avait le Covid, mais en 2019, l'homme a émis, malgré les accords de Paris, 2019, on a émis plus de CO2 qu'on n'avait jamais émis dans les années d'avant. Donc on a un mal fou à inverser la courbe. Merci de votre attention. La fabrication de ces catalyseurs, je suppose que